Bien, donc nous allons reprendre le cours sur les développements limités et nous allons voir la proposition numéro 3 qui va nous donner une condition nécessaire et suffisante pour que la fonction admette soit un développement limité à l'ordre 0 en A, soit un développement limité à l'ordre 1 en A. Donc on prend... il y a une petite coquille. Je prends f, une fonction qui va de D dans R. Donc D, c'est pas forcément un intervalle, ça peut être un intervalle privé d'un point. Et A est toujours un point de l'intervalle ou une extrémité, ou une extrémité de D. Donc D, c'est pas forcément un intervalle, ça peut être par exemple R privé de A, R privé de 0 par exemple. Et on va voir le premier cas, donc premier point. On nous dit que si, donc quand A est dans D, donc dans l'ensemble de définitions de f admet un développement limité en 0 en A, c'est seulement si f est continu en A. Et si c'est le cas, on a même le développement limité à l'ordre 1. Donc je vous rappelle qu'un développement limité à l'ordre n, c'est une expression de la forme la somme de k égale 0 à n des ak x-a puissance k plus un petit o de x-a puissance n. Et donc si je prends n égale 0 là-dedans, ça me donnerait quoi un développement limité à l'ordre 0? Ça me donnerait f de x égale... Dans cette somme-là, il n'y a plus qu'un seul terme. Donc quand n vaut 0, et si je me retrouve avec la somme de k égale 0 à 0, il me reste un seul terme a0. Donc a0 x-a à la puissance 0, bah, ça fait 1, plus, pareil, le petit o. Quand je mets n égale 0 dans cette formule-là, ça fait un petit o. C'est ça un développement limité à l'ordre 1. Donc on me dit que cette fonction-là admet un développement limité à l'ordre 0 en A, donc c'est-à-dire elle s'écrit comme ça au voisinage de A. Là ici, je mets que c'est au voisinage de A. Si seulement si elle est continue A. Donc puisque c'est un si seulement si, je vais le faire en deux sens. Si f est continu en A, alors j'ai appliqué la définition de f continu en A. C'est-à-dire quoi que f est continu en A? Et bien c'est-à-dire que f de x tend vers f de A quand x tend vers A. Et donc ça, si je retranche, ça veut dire que f de x moins f de A tend vers 0 quand x tend vers A. Et donc ça veut dire que f de x moins f de A, si ça tend vers 0, c'est que c'est un petit taux de 1 en A. Et donc ça veut dire que f de x égale f de A plus un petit taux de 1. Et donc ça prouve bien que f, elle admet un développement limité. Elle est bien de cette forme-là, avec A0 qui vaut 1. Donc là, c'est bien un DL à l'ordre 0 au point A. Donc maintenant, je vais faire la réciproque. Réciproquement. Si f admet un développement limité à l'ordre 1 en A, donc c'est-à-dire que f de x, ça vaut A0 plus un petit taux de 1, et bien ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, je vais faire tendre x vers A, et donc j'ai que f de x tend vers A0 quand x tend vers A. Et ça me dit presque que f est continu. Si j'écris ce truc-là avec des quantificateurs, ça me donne que pour tout epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif, c'est-à-dire que pour tout x dans D, x moins a plus petit que delta implique f de x moins a0 plus petit que epsilon. Et vous voyez, dans tout x dans D, je peux prendre en particulier un x qui est dans D, x égale a. Il vérifie bien cette condition. Et donc j'aurai que pour tout epsilon strictement positif, f de a moins a0 est plus petit que epsilon. Et ça prouve que forcément, et donc ça prouve que a0 vaut f de a. Donc ici, on a bien que f de x tend vers f de a quand x tend vers a. Et ça veut bien dire que f est continu en A. Pour le point numéro 2, donc que dit le point numéro 2? Cette fois-ci, ça va être avec l'ordre 1. Donc on prend toujours que A est dans D. Et on dit que f admet un développement limité à l'ordre 1 en A, c'est seulement si elle est dérivable en A. Et alors, j'ai cette forme-là. Alors on va, pareil, on va commencer d'abord par supposer que f est dérivable en A.
supposons f dérivable en a, alors le cours du premier du chapitre dérivation nous dit que f de x est donc de la forme f de a plus f' de a facteur de x moins a plus, si vous vous rappelez, x moins a facteur de epsilon de x moins a. Ça c'était le cours, donc là j'ai recopié une des premières propositions qu'on avait démontrées sur la dérivabilité, et ça c'est un petit o de x moins a. Pourquoi c'est un petit o de x moins a? Parce que c'est écrit comme x moins a fois quelque chose qui tend vers 0. Parce que là le epsilon de x moins a c'était une fonction epsilon qui tendait vers 0, d'après le cours d'avant. Donc je peux le marquer là, avec epsilon de x moins a qui tend vers 0 quand x tend vers a. Donc là, j'ai rien de plus que la proposition numéro qu'on avait démontré au chapitre dérivabilité. Donc ça prouve bien que f, elle admet bien un développement limité à l'ordre 1. Donc f a un développement limité à l'ordre 1 en a. Point numéro 2, enfin, réciproquement, si f admet un développement limité à l'ordre 1, donc ça veut dire que f de x s'écrit comme a0 plus x moins a fois a1 plus un petit o de x moins a. Alors déjà, si on applique le point numéro 1, parce que là, vous voyez, ma fonction f, elle a un développement limité à l'ordre 1 en a, mais qui peut le plus, peut le moins. F, du coup, elle admet un développement limité, f a, du coup, un développement limité à l'ordre 0 en a. Donc f est continu. Donc f est, non seulement je sais que f est continu en a, mais je sais aussi que a0 c'est forcément f de a, parce que c'est le premier terme de mon développement limité. Et de toute façon, il y a unicité d'un développement limité. Donc a0 égale f de a. Et donc, f de x égale f de a plus x moins a fois a1 plus un petit o de x moins a. Et là, si je réutilise la proposition que j'avais démontrée dans le chapitre dérivation, ça me prouve que f est dérivable en a et f' de a égale a1. Ça, c'était le point. C'était la proposition précédente. La proposition, encore une fois, du chapitre dérivabilité. Alors, on nous dit si 3, point numéro 3, on nous dit f est dérivable. Si donc cette fois-ci on prend que a n'est pas d'ensemble de définition de D, on nous dit que f est prolongeable par quantité si et seulement si elle admet un développement limité en 0. Alors, il faut se rappeler de ce que ça veut dire être prolongeable par quantité, c'est-à-dire qu'on peut rajouter une valeur à la fonction f, donc du coup on crée une nouvelle fonction qui sera définie en a et continue en a. Et donc ça on avait vu dans le chapitre continuité que f elle est prolongeable par continuité en a si et seulement si f de x tend vers une certaine limite quand x tend vers a. Et ça, si je le fais passer de l'autre côté, c'est seulement si f de x moins L est un petit o de 1. Alors à chaque fois c'est pour un certain L réel. Donc si et seulement si f de x égale L plus un petit o de 1. Donc ça, à nouveau, on a bien démontré l'équivalence. C'est le prolongement par quantité, ça veut dire qu'il existe L tel que f de x est une limite finie. Alors évidemment le L il doit être fini, sinon c'est pas vrai. Je fais passer le L de l'autre côté, donc ça veut dire que la différence des deux tend vers 0, donc c'est un petit o de 1. Et donc ça veut dire que f de x s'écrit L plus un petit o de 1. Et ça c'est exactement un développement limité à l'ordre 0. Donc là je peux dire si et seulement si f a un développement limité à l'ordre 0 en a. Point numéro 3, point numéro 4, pardon. Alors, je vais peut-être effacer. Point numéro 4, la fonction est prolongeable. La fonction admet un développement limité à l'ordre 1 en A si et seulement si elle est prolongeable en A et que ce prolongement est dérivable en A. Donc, point numéro 4.
Alors encore une fois, je vais raisonner par double implication. Donc si f admet un développement limité à l'ordre 1 en A, donc déjà, alors f a un développement limité à l'ordre 0 en 1, alors peut-être je vais peut-être un peu trop vite, alors f s'écrit comme f de x s'écrit comme a0 plus a1 facteur de x moins a plus un petit o de x moins a. Ça c'est au rang. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que déjà, f de x, du coup, f de x, il est égal à a0 plus un petit o de 1. Parce que tout ça, je peux le voir comme un petit o de 1, ça tend vers 0. Donc, ça veut dire que f, elle admet un développement limité à l'ordre 0. Donc, f, elle est prolongeable par continuité, d'après le point numéro 3. En petit a. Et du coup, à 0, on a déjà vu qu'il valait forcément f de a. Donc, f de x s'écrit comme... Alors, c'est pas un... C'est un f tilde parce que je change de fonction. Donc j'appelle f tilde le prolongement. De f. Forcément, la valeur qu'il faut racheter en a, c'est la limite, et forcément la limite ici c'est à 0. Donc du coup, f tilde de x, elle s'écrit comme f tilde de a plus a1 x moins a plus un petit o de x moins a. Et ça, j'utilise encore une fois la proposition du chapitre dérivabilité. Ça prouve que f tilde est dérivable en a. Et je connais même la dérivée, c'est a1. F tilde prime de a égale a1. Donc voilà, donc j'ai bien démontré que si la fonction admettait un développement limité à l'ordre 1 en A, alors elle était prolongeable par continuité en A, et ce prolongement-là est dérivé en A. Réciproquement, si f est prolongeable en A et par f tilde, donc f tilde le prolongement de A et f tilde dérivable en A, eh bien je peux appliquer le point numéro 2 à f tilde. F tilde de x s'écrit comme un f tilde de A plus f tilde prime de A facteur de x moins A plus un petit o de x moins A. Et ça, du coup, si je prends x différent de A, c'est qui est f tilde de x? Et bien f tilde de x, f de x. Donc f tilde est dérivable, donc elle admet un développement limité à l'ordre 1. Ça, c'est le point numéro... ça, c'est grâce à 2. Grâce au point numéro 2, c'est vrai. Et donc j'ai bien que f de x égale à tout ça. Ça, je peux le réécrire comme a0 plus a1 facteur de x moins a plus un petit o de x moins a. Et ça veut bien dire que f, elle admet un développement limité à l'ordre 1. Et donc ça me démontre bien cette implication-là. Voilà, donc ça finit la preuve de cette proposition. Alors je vais revenir plus tard sur la proposition numéro 4, mais d'abord j'aimerais traiter l'exemple parce que je trouve que l'exemple est plus parlant que la proposition. Si on vous demande un développement limité qui n'est pas en 0, qui est en 1. Donc le but c'est de savoir comment gérer ça, parce que nous on a vu que des développements limités et on va voir que des développements limités qui sont quand la variable x tend vers 0. Donc comment on peut faire quand on n'est pas en 0? Donc ici je vous donne cette fonction-là. Donc ici vous ne connaissez pas de développement limité de cette fonction-là, parce que c'est 1 sur 2 moins x, avec x qui tend vers 1. Alors la méthode qu'il faudra toujours appliquer, c'est de dire que du coup x tend vers 1. Si x tend vers 1, je peux poser h qui vaut x moins 1. Du coup, ce h là, il tend vers 0 quand x tend vers 1.
Et du coup, ceci, bah, je peux calculer 1 sur 2 moins x, je vais le calculer avec du h. Donc c'est 1 sur 2 moins. Alors ça vaut quoi x? Bah, x, si je fais passer le 1 de l'autre côté, ça veut dire que h égale 1 plus x. Et donc je peux écrire h, je remplace x, pardon, ça veut dire que x égale 1 plus h, x égale 1 plus h quand je fais passer le 1 de l'autre côté. Et donc le x, je peux le remplacer par 1 plus h, donc j'ouvre une parenthèse et je remets 1 plus h, et je referme la parenthèse, et ça me fait 1 sur 1 plus h. Et maintenant, là, je suis content parce que là, je me retrouve, alors x, h étant vers 0, et du coup, je peux faire un développement limité en 0. Donc je connais par cœur mon développement limité de 1 sur 1 plus u, c'est 1 moins u plus u au carré. Alors, à quel ordre on me demande? On me demande à l'ordre 3, donc je vais prendre à l'ordre 3. Donc c'est 1 moins u plus u au carré, 1 moins u plus u au carré, moins u au carré, moins u au cube, pardon, plus un petit de u au cube. Donc j'applique ce développement là, mais en h, donc ça donne 1 moins h plus h au carré, moins h au cube, plus un petit o de h au cube. Donc ça c'est évident, c'est quand h tend vers 0. Et maintenant, j'ai tout le loisir de remplacer h par x moins 1. Ça fait 1 moins x moins 1 plus x moins 1 au carré plus moins x moins 1 au cube. Là, ça moins. Plus un petit o, puis je remplace encore h par x moins 1, donc ça fait x moins 1 le tout au cube. Et voilà, j'ai mon développement limité de cette fonction-là, qui n'est pas une fonction de référence, en un point qui n'est pas 0, mais le point 1. Donc ça, c'est bien le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 1 que j'ai bien donné. Voilà. Et la proposition là, de ça, c'est juste l'abstraction de ça. C'est-à-dire que si j'ai une fonction f dont je veux le développement limité à l'ordre a, donc c'est-à-dire que ce développement là s'écrirait comme ça. Si je pose x égale a plus h, alors h tend vers 0 quand x tend vers a. Et bien quand je remplace x par a plus h, ici j'ai f de a plus h, ici x moins a, il vaudra h, donc j'aurai ce développement limité là. Là, ce sera le développement limité toujours à l'ordre n, parce que ça s'arrête toujours à petit de h à puissance n. Par contre, ça sera la fonction qui a h donne f de a plus h, parce que ici j'ai f de a plus h. Et ça marche dans l'autre sens. Si j'ai ceci, je pose x égale a plus h, et du coup, en remplaçant a plus h par x, et donc h par x moins 1, je retrouve cette formule-là. Donc cette proposition-là, elle me dit juste que si je connais un développement limité en 0 de cette fonction-là, en posant x égale a plus h, je peux arriver à f de x. Ça marche dans les deux sens. Pourquoi ça marche dans les deux sens? Parce que quand x tend vers a, h tend vers 0. Enfin, x tend vers a quand h tend vers 0, et de même, h tend vers 0 quand x tend vers a. Donc comme j'ai cette équivalence-là, je peux passer de l'un à l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on travaillera toujours avec des développements limités en 0, parce qu'avec les développements limités en 0, si on les connaît, on pourra en général les obtenir dans notre point. Et à chaque fois, la technique sera la même. On posera x égale a plus h pour avoir une variable h qui tend vers 0. Voilà. On verra d'autres exemples dans l'exercice. Alors, juste un petit avertissement. Il ne faut pas oublier le petit o quand on fait des développements limités. Ici, si j'écris 1 sur 1 plus x, si je fais un développement limité de ça, à l'ordre 2, si j'écris que c'est 1 moins x plus x au carré et que j'oublie le petit o de x au carré, c'est complètement faux parce que ça c'est quelque chose de polynomial, alors que ça, c'est pas du tout polynomial. Donc ici, il faut que je fasse attention à ne pas oublier le petit o de x au carré. Là, c'est ce que j'ai oublié ici exprès, et c'est vraiment très grave si vous oubliez parce que vous êtes en train de créer que ces deux fonctions-là sont égales, et ce qui est absolument pas vrai. Si je prends x égale 4, j'aurais pas égalité. Si je prends x égale 100, j'aurais pas égalité, et même si c'est en 0, même en prenant des x petits, en prenant x égale 0,1, ça ne marchera pas. Donc faites attention, n'oubliez pas le petit o. Il est là pour que les choses soient justes. Bien, maintenant nous allons voir un théorème qui nous dit que si je connais un développement limité d'une fonction petit f à l'ordre n-1, alors je peux primitiver tout ça et j'obtiens un développement limité à l'ordre n de sa primitive. Et avant de voir ce théorème là, il va falloir que je voie un petit lemme
qui me dit que si je prends une fonction qui est dérivable sur un intervalle, avec a qui est dedans, si la dérivée de g est un petit taux de x moins a à la puissance n, alors, en gros, je peux primitiver g de x égale g de a plus un petit taux de x moins a à la puissance n. Vous voyez, je passe de g' en primitivant, donc j'ai du g de x égale g de a. Ici, g de a, c'est une constante d'intégration qu'il ne faudra pas que j'oublie. Et x moins a à la puissance n moins 1, quand je le primitive, ça me donne quelque chose de proportionnel à x moins a puissance n. Alors, je dis proportionnel parce qu'il y a une constante de proportionnalité qui, ici, ça sera 1 sur n. Mais ici, rappelez-vous, si f est un petit taux de g, un petit taux de lambda g, je peux dire que f est un petit taux de g. Donc, les constantes constantes dans un grand taux, je peux m'en débarrasser si j'en ai besoin. Donc ça sert à rien que je garde des sur n quand des sur n moins 1, des sur n quand je primitive. Et donc on va démontrer ce théorème là. Alors comment on va faire? Eh bien, je vais vérifier que j'ai donc démonstration de ce lemme. Je vais démontrer que g de x égale g de a plus un petit taux. Donc ce que je vais étudier, c'est g de x moins g de a. Je veux démontrer quoi sur g de x moins g de a? Quand je passais le g de l'autre côté, que ça c'est un petit taux de x moins a à puissance n. Et donc en fait je veux démontrer que g de x moins g de a sur x moins a puissance n tend vers 0. Ça je vais l'écrire de cette façon. Donc évidemment j'ai pris un x différent de a pour le faire. Je vais l'écrire que c'est g de x moins g de a sur x moins a, le tout divisé par x moins a puissance n moins a. Qu'est-ce que je sais de g de x moins g de a sur x moins a? Eh bien, je sais, d'après le théorème des accroissements finis, ici j'ai une fonction qui est dérivable sur i tout entier, donc elle est continue sur i tout entier, donc je peux bien appliquer le théorème des accroissements finis. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe C, alors il est entre a et x, ou x et a suivant lequel est le plus grand, donc je l'écris que dans ce sens, tel que ça. Donc g de x moins g de a sur x moins a, c'est un g' de c. Or c, je vais plutôt l'appeler cx parce qu'il dépend de x. Donc ça, c'est d'après le théorème des accroissements finis. Ce cx existe parce que g vérifie les hypothèses du théorème des accroissements finis. Et là, vous voyez, il y a du cx. Et donc ce cx, ce que je vais faire, alors j'ai effacé que c'est d'après le théorème des accroissements finis, donc ça normalement on a compris. Et ça, du coup, ça je peux dire que c'est g' de cx sur... alors ici, moi ce que j'aimerais du coup avoir, c'est que j'aimerais avoir du cx moins a pour dire que ça tend vers 0. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais écrire comme cx moins a à la puissance n moins 1 fois, donc là je fais à part un terme mais il faut que je le enlève, donc cx moins a, et puis là je peux l'écrire sur x moins a de tout à la puissance n moins 1. Qu'est-ce que je sais de cx? Cx il tend vers a quand x tend vers a. Pourquoi? Parce que si a est là, x est là, et ben vous voyez cx il est forcément là. Et il y a un autre cas, c'est que si x est là, et bien cx il est là. Donc vous voyez, quand x tend vers a, forcément c de x il tend vers a parce qu'il est compris, là il est entre a et x, et là il est entre x et a, donc forcément il tend vers a. Et donc qu'est-ce que je sais de tout ça? Eh bien d'après l'hypothèse qui est là sur g', eh bien je sais que ça divisé par ça tend vers 0, et ici j'ai bien un cx qui tend vers 0, donc par composition de limite, ceci tend vers 0 quand x tend vers a. Parce que cx tend vers a, je peux appliquer cette hypothèse-là. Quand je remplace x par cx, c'est une composition de limite. Maintenant, donc là c'est un terme, mais vous allez me dire, mais le deuxième, on ne sait pas trop ce qui se passe. Eh bien ce terme-là, en valeur absolue, ici, si je prends la valeur absolue de ce terme, cx moins a sur x moins a, le tout à puissance n moins 1, eh bien, regardez, cx moins a, c'est la distance entre a et x en valeur absolue, et x moins a en valeur absolue, c'est la distance entre a et x. Donc cette distance, la distance cx, il est plus proche de a que x est proche de a. Donc ça veut dire que
le quotient des distances est plus petit que 1. Et évidemment, à la puissance n-1, c'est plus petit que 1. Donc tout ceci, en valeur absolue, c'est plus petit que 1, et donc c'est entre moins 1 et 1. Donc ici, j'ai une fonction qui tend vers 0, fois une fonction qui est bornée, et donc le tout tend vers 0. Et donc ça prouve bien que g de x moins g de a sur x moins a puissance n tend vers 0 quand x tend vers a. Quand je fais ça qui tend vers 0 fois ça qui est borné. Et donc ça veut dire que g de x moins g de a est un petit taux de x moins a puissance n. Et quand je fais basculer évidemment le g de a, c'est-à-dire que g de x égale g de a plus un petit taux de x moins a à la puissance n. Et donc ça me finit bien, c'est bien la conclusion que je voulais obtenir. C'était exactement ce que je voulais démontrer. Alors évidemment c'est un petit taux en a, puisque je l'ai fait tendre x vers a. Donc là il y a du petit taux, c'est indice a en i. Et voilà, donc ça me finit ce lemme. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est en déduire mon théorème. Donc que va me dire mon théorème? Donc mon théorème il va être plus puissant, il va me dire, si je prends une fonction qui va de i dans r, continue. Alors, je suppose qu'elle admet un développement limité à l'ordre n-1a. Donc je note ce développement limité, donc c'est la somme de ak x moins a puissance k. La somme s'arrête à n-1, et dans le petit taux il y a une puissance n-1 parce que c'est un développement limité à l'ordre n-1. Comme elle est continue, elle admet une primitive, donc je vais appeler grand F une primitive de petit f. Ça c'est le chapitre intégration qu'on verra plus tard qui nous dira que toute fonction continue admet une primitive, alors même une infinité, tout à une constante près. Et donc du coup ce théorème nous dit que la primitive pourra avoir ce développement limité là. Donc d'où sort cette formule là? Et bien en fait, on a juste comment on obtient ça? Et bien ici en fait, ce qu'on prend ici, on prend petit f de x, on primitive, donc ça nous donne grand f de x. Alors, il y a une constante d'intégration qui passe de l'autre côté, grand f de a. Et ici, vous voyez, vous avez du x moins a puissance k, et ça, je l'ai aussi primitivé. Donc ça m'a donné du x moins a à la puissance k plus 1, que j'ai divise par k plus 1. Et le x moins a à la puissance n moins 1, je l'ai primitivé en du x moins a puissance n divisé par n. Mais évidemment, si on divise par n, dans un petit taux, on a déjà dit que ce n'était pas un problème, parce que encore une fois, si f est un petit taux de lambda g, alors f est un petit taux de g. Donc, s'il y a une constante, ici 1 sur n, encore une fois, ça n'est pas un problème. Voilà. Donc s'il y a une fonction admet un développement unitaire à l'ordre n-1, je le primitive et j'obtiens la primitive, qui admet un développement à l'ordre n. Pourquoi c'est un développement à l'ordre n? Parce que ici c'est la puissance qui est là, qui m'indique que c'est un développement unité à l'ordre n. D'ailleurs le dernier terme de ma somme, c'est qu'en k vaut n-1, et du coup j'ai x moins a à la puissance n, parce que c'est k plus 1 avec k qui vaut n-1. Donc il faut que je démontre ce théorème là. Donc l'idée évidemment c'est de démontrer ce lemme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser. Donc je suppose les hypothèses du théorème, et je pose g de x égale f de x moins f de a moins la somme de k égale 0 à n-1. Pourquoi je prends cette fonction-là? Parce que si j'arrive à lui appliquer le lemme, j'aurai que toute cette fonction-là est un petit taux de x moins a à la puissance n, et donc en faisant renvoyer les trucs de l'autre côté, j'aurai bien mon développement limité de grand F. Donc je pose toute cette fonction-là, et donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que je peux appliquer le lemme? Donc pour appliquer le lemme, il faut que g soit dérivable sur i. Alors est-ce que g est dérivable sur i, parce que c'est mon hypothèse? Ma première hypothèse c'est que g est dérivable sur i. Eh bien oui, grand F elle est dérivable, puisque c'est une primitive, et tout ça c'est un polynôme, donc c'est dérivable. Donc on va calculer g' de x, donc déjà g est dérivable. C'est une combinaison linéaire de fonctions dérivables. Donc g est dérivable sur i. Je peux la dériver. Quel que soit x dans i, g' de x égale f' de x moins f de a', donc moins f de a', c'est 0, moins la somme de k égale 0 à n-1 de ak, c'est une constante. Ça, je le dérive, donc il y a du k plus 1 qui sort et qui va s'éliminer, donc ça me donnera du x moins a à la puissance k. Et maintenant, c'est qui grand f' de x? Eh bien, grand f' de x, quand je dérive une primitive, je retombe sur ma fonction de base, donc c'est f de x.
Et donc ici, j'ai f de x moins cette somme-là. Et qu'est-ce que je savais sur petit f de x? Que f de x est égal à cette somme-là, plus un petit taux de x moins a puissance n. Donc ici, j'ai f de x moins ça. Donc ça vaut directement le petit taux de x moins a puissance n. Petit taux de x moins a à la puissance n moins 1. Pardon, j'ai dit puissance n. Et donc là, je suis parfaitement en état d'appliquer mon lemme. G' de x égale un petit taux de x moins 1 puissance n. Donc si j'applique maintenant d'après le lemme, du coup, et bien du coup, g de x, quand j'applique le lemme, g de x égale g de a plus un petit taux de x moins a puissance n. Donc g de x, je connais sa valeur. Donc je vais remplacer g de x par sa valeur. C'est f de x moins f de a moins la somme primitivée de ak n-1 de ak x moins a puissance k plus 1 sur k plus 1 égale, bah du coup je peux remplacer g de a. Alors c'est qui g de a? Bah, quand je remplace x par a, j'ai du grand f de a moins grand f de a, donc ça vaut 0, moins cette somme là. Et quand je remplace x par a, ici j'ai a moins a à une puissance strictement positive, donc ça donne 0. Donc ici g de a il vaut 0. Je mets g de a et puis en dessous je mets 0. Plus le petit taux de x moins a à la puissance n. Bon ben maintenant j'ai plus qu'à faire passer le f de a de l'autre côté, cette somme là de l'autre côté, et j'ai exactement ce que je veux. F de x égale f de a plus la somme de k égale 0 à n-1 de ak x moins a puissance k plus 1 sur k plus 1 plus un petit taux de x moins a à la puissance n. Et donc, ça finit la démonstration de ce théorème. Bien, et bien du coup, on peut en déduire un certain nombre de primitives, de développement unité. J'aurai le développement unité de ln de 1 plus x, de ln de 1 moins x et d'arctangent de x. Alors, comment je vais obtenir ces développements unité? Eh bien, si je prends le premier, donc je veux une fonction dont ln de 1 plus x est une primitive. Donc si je veux trouver cette fonction, bah, je vais dériver ln de 1 plus x, et donc je vais appliquer ça à 1 sur 1 plus x. Est-ce que je connais un développement limité de 1 sur 1 plus x? Alors oui, je le connais. C'est la somme. Alors je vais prendre un développement limité à l'ordre n-1. Comme ça, quand je primitiverai, ça me donnera un développement limité à l'ordre n. C'est la somme de k égale 0 à n-1 de quoi? Donc ça, il faut l'avoir appris par cœur. De moins x, alors on va l'écrire comme ça plutôt, de moins 1 puissance k, x puissance k, plus, alors ici j'ai fait un développement limité à l'ordre n-1, donc plus un petit taux de x à la puissance n-1. Voilà. Et donc ici, si je le primitive, donc x donne, donc cette fonction là je l'appelle grand F, ln de 1 plus x, donc ça c'est une primitive de x donne ln de 1 plus x. Et donc je peux appliquer le théorème grand f de x, donc ici évidemment c'est développement limité en 0, donc c'est grand f de x égale grand f de 0, plus, je prends cette somme là et je la primitive. Donc plus la somme de k égale 0 à n-1 de moins 1 puissance k, x à la puissance k plus 1 sur k plus 1, plus un petit taux. Donc ici je prends une primitive de x à la puissance n-1, donc ça me donne du x puissance n à une constante multiplicative près qui ne m'intéresse pas. Puis maintenant j'ai plus qu'à faire un petit peu le ménage. Grand f de 0, c'est ln de 1 plus 0 parce que c'est x ma variable, donc c'est 0. Ici, je peux faire un changement d'indice et dire que c'est la somme de k égale... alors on va peut-être l'appeler j. Si je nomme j égale k plus 1, ici ça me donnera la somme de j égale 1 à n de moins 1 puissance... donc ça me donnera du x à la puissance j sur j. Donc là ça me donnera du moins 1 puissance j moins 1 plus un petit taux de x à la puissance n. Et donc ça me donne bien
le développement limité que j'annonce. Alors là, je l'ai aussi écrit en extension, c'est-à-dire j'ai écrit le premier terme, le deuxième terme, etc. C'est bien de savoir les écrire aussi sous cette forme-là. Et bah, du coup, voilà, ça me finit le premier. Alors pour le deuxième, bon, il n'y a pas grand-chose à changer. Je vais prendre, alors je vais peut-être changer de couleur. Je vais prendre le développement limité de ln de 1, je vais prendre 1 moins x. Donc ici j'ai du 1 moins x. Quel est son développement limité? Et bien ça, il faut se rappeler que à l'ordre n-, son développement limité, les coefficients ils valent tous 1. Donc ici j'ai seulement du x à la puissance k. Maintenant du coup ça sera quoi une primitive? Et bien ça sera, peut-être écrire en rouge pour voir bien les différences. Ici il y a du moins 1 puissance k que j'ai viré. Ici du coup la primitive ça sera ln de 1 moins x. Attention, il y a un moins, parce que quand je dérive ça, c'est du u', il y aura un moins qui sortira quand je ferai du u' sur u, parce qu'ici j'ai du ln de u. Donc ça c'est une primitive de ln de 1 moins x. Donc j'obtiens la même chose, mais ici il y a plus de moins 1 puissance k. Ici il y a plus de moins 1 puissance k. F de 0 il vaut toujours 0. Et ici j'ai toujours du moins ln de 1 moins x, c'est f de x. Et donc ici il n'y a que des plus, mais ici j'ai moins ln de 1 moins x, donc quand je multiplie par moins, et bien du coup j'ai que ln de 1 moins x est égal à moins la somme de j égale 1 à n de x puissance j sur j plus un petit taux de x puissance n. Vous allez me dire ça serait plutôt un moins petit taux de x puissance n, mais encore une fois, si vous êtes négligeable devant x puissance n, votre opposé aussi. Donc en fait le signe moins, encore une fois, c'est une constante qui est devant le petit taux ou dans le petit taux, et je peux m'en débarrasser. Et donc ça finit ce cas numéro 2. Donc c'est le même développement limité que le précédent. Enfin, il a la même forme, mais attention à l'ordre n. Celui-là, il a que des moins devant ces coefficients-là. Et voilà. Donc maintenant, il reste le dernier, c'est arctangente. Donc arctangente, évidemment, je vais utiliser le fait que je connais bien la dérivée d'arctangente. Je connais un développement limité à l'ordre n, à l'ordre 2n d'arctangente. Donc c'est 1 plus x au carré. Je connais son développement limité, donc c'est la somme de k égale 0 à n de moins 1 puissance k x à la puissance de k plus un petit taux de x à la puissance 2n. Ça c'était mon développement limité à l'ordre 2n que j'avais trouvé au début du cours. Et puis maintenant, arctangente, c'est une primitive de ça. Donc si je primitive, encore une fois je primitive tout, donc ça me donne arctangente de x. Évidemment ce sont des développements limités toujours en 0. Égal, j'oublie pas la constante d'intégration, plus la somme de k égale 0 à n de moins 1 puissance k, donc sur 2k plus 1, x à la puissance 2k plus 1 plus un petit taux de x à la puissance 2n plus 1. Et voilà. Et donc ça me donne le développement limité. Alors la seule chose qu'il me reste à dire, c'est que arctangente de 0, eh bien je suis censé connaître, je suis censé savoir qu'arctangente c'est 0. Et alors je peux observer que dans ce développement limité là, il n'y a que des puissances impaires. Il n'y a pas de puissance paire. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que des puissances impaires? En tout cas c'est normal qu'il n'y ait pas de puissance paire, parce que arctangente c'est une fonction impaire. Donc si c'est une fonction impaire, forcément dans son développement limité, il n'y a que des... tous les termes pairs sont nuls. Ce qui est bien le cas ici. Donc voilà. Donc attention quand vous oubliez ce théorème-là, quand vous utilisez ce théorème-là, faites attention. Il ne faut pas oublier la constante f de a, c'est la constante d'intégration. Alors ici, dans ces exemples-là, ça valait toujours 0, mais ça pourrait ne pas être le cas. Voilà.